Pour certains, il s'agit d'un géant aux pieds d'argile. Pour d'autres, c'est l'exemple à suivre africain. Mais peu importe ce que vous pensez du Nigeria, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'une des périodes les plus sombres de son histoire. En réalité, il est très important de comprendre comment est-ce que le mélange entre ressources naturelles, géopolitique, ingérence internationale, gouvernement incapable ou bien tout simplement conflits ethniques au sein de notre continent sont un cocktail explosif. Avant de passer le générique et de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même prendre le temps de vous dire merci pour ceux qui se sont abonnés. Merci à ceux qui continuent de croire au projet. Merci à ceux qui commentent, qui m'écrivent en DM surtout parce qu'il y en a beaucoup. Et même s'ils ne font pas de commentaires sur les vidéos, je vous invite à le faire. Mais m'écrivent en DM pour me demander, oui, mais comment tu fais tes recherches? J'aime beaucoup ce que tu fais, juste pour me féliciter, etc. Je suis très heureux de ça et franchement, merci beaucoup. On va continuer à tout donner sur cette chaîne et voilà. Donc c'était la petite minute émotion qu'on a entre nous comme ça. Et donc maintenant nous allons passer au générique. Puis après le générique, c'est la guerre du Biafra, un cas d'école super important. Djanwali tout le monde, ici Afzal, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner parce que sur cette chaîne, nous parlons de culture et d'histoire africaine, mais nous parlons aussi maintenant dans cette nouvelle rubrique d'économie, de géopolitique et de géostratégie parce que pour pouvoir réussir à faire grandir notre continent, nous devons d'abord grandir nous-mêmes et apprendre à mieux nous connaître. Donc, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à commenter surtout ou à laisser des likes et à partager. Donc, sans plus tarder, prenez votre meilleur verre du liquide que vous préférez. Pour moi, aujourd'hui, ça va être de l'eau. Le mec qui boit de l'eau pendant une éternité. Et sans plus tarder, passons à la vidéo sur la guerre du Biafra. Dans cette guerre, il n'est pas question d'aller chercher un gentil, un méchant, d'aller commencer à stigmatiser des peuples ou des communautés parce que, soi-disant que cette communauté-là est plus méchante que l'autre, etc., etc. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant dans cette histoire. Les forces en présence pendant la guerre du Biafra font que cette guerre-là va s'internationaliser et se complexifier. Donc, je vous invite vraiment à prendre une petite feuille de papier et à noter certains noms, à noter certains trucs pour pouvoir suivre le fil de l'histoire. Donc, on aura les États-Unis et l'URSS qui vont se battre au Nigeria sur des besoins idéologiques. On a l'Angleterre et la France qui, quant à eux, vont se battre par armes interposées avec les différents camps nigérians parce que, après tout, c'est des Noirs qui meurent, c'est pas bien grave, pour des intérêts économiques basés sur les exploitations de pétrole et de gaz exploitées par Shell, BP et Elf plus tard. Elf finalement qui n'est rien d'autre que le bébé de Charles de Gaulle lorsqu'il a pris plusieurs petites entreprises qui travaillaient dans le domaine de l'exploitation pétrolière, etc. pour les fusionner et en faire un gros mastodonte qui pourrait rivaliser avec les concurrents américains. On a eux et on a aussi les Africains eux-mêmes qui vont contribuer finalement à exacerber cette guerre et on a les Nigériens eux-mêmes qui sont pris finalement dans un jeu politique et économique sur fond de guerre politique et économique. Eux, ils vont s'entretuer entre frères finalement. Donc, il ne s'agit pas de jeter la faute sur quelqu'un, mais il faut quand même que chaque partie prenne les responsabilités de ses actes. Donc, avant de rentrer en plein dans le conflit, nous allons faire un petit contexte historique. Le Nigeria, tout le monde le sait, était une colonie anglaise. Mais même pendant la domination des Britanniques sur le Nigeria, plusieurs États coloniaux louchaient et se léchaient les babines de ce grand Nigeria qui, il faut le rappeler, couvre 923 768 km² de cet incroyable continent qu'est l'Afrique. En plus de ça, à l'époque, le Nigeria, c'est 40 millions de personnes. Dans la période où on s'approche des indépendances, c'est 40 millions de personnes. Donc, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. Aujourd'hui, le Nigeria, c'est autour de 200 millions de personnes. Mais déjà, à l'époque, on comptait à peu près 250 à 300 ethnies, dont bien sûr certaines majoritaires. Et un peu comme tous les États coloniaux, les Anglais ne vont pas se priver de jouer sur ce terrain-là, qui est un terrain fertile pour la haine, le côté ethnique. Ils vont diviser le pays en fonction des ethnies et ils vont créer tout de suite un climat dans lequel les uns et les autres se détestent mutuellement.
parce qu'ils vont choisir leur préféré au détriment des autres. Les Anglais vont donc décider de diviser le pays de sorte qu'au nord, on retrouve les Hausa et les Peuls majoritairement musulmans, et dans le sud-ouest, on va retrouver principalement les Yoruba qui sont chrétiens et musulmans, un peu animistes, un gros mélange. Par contre, leurs chouchous, donc les Igbo, qui se retrouvent dans la région du Delta, la région qui, comme vous le comprenez sûrement, est la région la plus riche en pétrole et en gaz, est majoritairement chrétienne car quand même chouchoutée par les Anglais finalement. Quand je dis chouchoutée, ça ne veut pas dire que on les adorait, etc., etc. Non, ça veut juste dire on les a plus occidentalisés, on les a plus scolarisés que les autres ethnies. Je pense que je crie dans le micro. Maintenant, dans la zone des Hausa, il y avait une façon de fonctionner qui n'était pas la même forcément chez les Yoruba, qui n'était pas la même chez les Igbo. En réalité, chez les Hausa, on fonctionne de façon très hiérarchique. On a le sultan qui a le pouvoir suprême et qui dessert finalement des missions aux émirs qui vont gérer les politiques internes de leurs différentes régions. Donc, tu as la population, les émirs et les sultans tout en haut. Par contre, chez les Yoruba, ils donnent le pouvoir à quelqu'un qu'ils appellent le Oba. Le Oba, c'est quelqu'un qui a réussi finalement dans la communauté, que ce soit financièrement ou qui a brillé par ses valeurs, ou bien en tout cas quelqu'un dont on a envie de ressembler, quelqu'un à qui on a envie de ressembler, on veut qu'il tire la communauté de l'avant. Et donc, on remet le pouvoir au Oba. On va chez les Igbo où il y avait une structure, comme je le disais, très occidentale, vu que la plupart ont été scolarisés et christianisés. Ça fonctionnait un peu comme ça à l'époque. Le problème, c'est que avec l'arrivée des Anglais et toute leur politique bizarre là, on se retrouve avec une population minoritaire, donc les Igbo qui sont à peu près 14,8% de la population, qui est plus scolarisée et à qui on donne plus de pouvoir au sein de l'appareil d'État au moment où les indépendances commencent à arriver. Donc déjà, on a 14% de la population minoritaire, plus scolarisée, avec dans la région les puits de pétrole et les puits de gaz qui récupèrent le pouvoir gouvernemental. Par rapport à des majorités qui sont là, qui sont les Yoruba qui sont 20% de la population et les Hausa qui sont 18% de cette même population. Par contre, la politique étant ce qu'elle est, en 1957, les Hausa et les Igbo vont s'allier, créer une sorte de gouvernement où on se partage les pouvoirs et s'accaparer du pouvoir, laissant finalement les autres ethnies un peu hors du paysage politique. En 1960, le Nigeria est indépendant, mais ne l'est pas vraiment car le gouvernement nigérian va gérer essentiellement les problèmes internes du pays, mais pour tout ce qui est relations externes, internationales, c'est la Grande-Bretagne qui gère dans le Commonwealth, etc. Mais cela ne va pas trop durer parce que le 1er octobre 1963, on voit la naissance de la République autonome du Nigeria. Et là, le Nigeria va commencer à prendre des positions pour devenir un leader politique et économique dans la région, mais aussi au sein du continent tout entier. À cette période, on a un président qui est Igbo, qui s'appelle Benjamin Nnamdi Azikiwe, qui gouverne avec son premier ministre Abubakar Tafawa Balewa, qui lui est un Hausa. Malheureusement, les populations se plaignent beaucoup parce qu'ils considèrent que l'élite, dont Balewa est son président, vont avoir tendance à s'enrichir d'une manière mais incompréhensible, alors que la population nigériane vit dans une misère terrible. Ils vont donc commencer à manifester et se feront réprimer, vous connaissez la chanson, se feront réprimer vraiment dans le sang. Voilà, dans le sang, il faut dire les termes, ils se feront réprimer. Dans ce contexte où il y a des répressions, des manifestations, les gens sont vraiment déçus des gouvernements, etc., que vont s'organiser les premières élections officielles. Je dis officielles parce que le terme élection démocratique dans un pays où les gens n'étaient même pas éduqués, ne savaient même pas c'était quoi la politique en termes démocratiques. Les gens étaient habitués à vivre de leur façon. Donc de là à dire, oui, on est dans un régime démocratique, etc. Bon, c'est un peu compliqué parce que à mon avis, beaucoup de voix, beaucoup de votes sont facilement influençables, comme c'est le cas encore aujourd'hui dans nos pays. Bref, c'est dans ce contexte qu'en 1965, on a l'organisation des premières élections, comme je le disais, et on a deux camps. Donc le premier camp, on aura le NNA, je vais vous afficher le nom complet, un parti qui est majoritairement Hausa, mais qui va s'allier avec des Yoruba conservateurs. Retenez bien le mot conservateur, parce que ça va revenir plus tard.
On a dans le deuxième camp l'UGPA qui est majoritairement Igbo et qui va s'allier avec les Yoruba progressistes. Au final, c'est le parti Hausa qui sort largement vainqueur. Bien sûr, les Igbo vont contester cette issue finalement. Malheureusement, c'est là où maintenant ethniciser la politique, ça devient extrêmement dangereux. Parce que dans l'histoire des Hausa, les Hausa sont un peuple guerriers et vraiment ils sont quand même des bons guerriers. Ça fait que dans l'armée nigériane, on a majoritairement des Hausa. À l'époque, on parle vraiment à l'époque. Et donc, finalement, on a un gouvernement majoritairement Hausa, avec une armée majoritairement Hausa qui va réprimer la contestation du parti Igbo. Et donc, ça va devenir en fait un problème tribal dans le sens où beaucoup, les journaux, les médias, même les gens dans les rues, etc. vont dire que oui, les Hausa font exprès de réprimander les Igbo et ça va devenir un conflit entre Hausa et Igbo. Et finalement, même des gens qui étaient peut-être bons voisins à l'époque vont commencer à ne plus s'aimer, vont se taper dessus et puis les Igbo vont décider de fuir la partie nord du pays pour se réfugier dans le delta. En tout cas, ce n'est pas tous les Igbo qui ont fui, mais beaucoup des Igbo vont quitter la zone du nord pour se réfugier dans le delta en se disant au moins ici on est entre nous. Et c'est là où je reviens encore là-dessus, c'est extrêmement dangereux d'ethniciser la politique et tout ce qui est appareil d'État, gouvernement, économie, etc. C'est extrêmement dangereux. Maintenant on va faire une petite pause sur le Nigeria et là maintenant on va aller regarder la conjoncture internationale pour que vous compreniez ce qui se joue et les enjeux qui s'en viennent. Donc, dès son indépendance, en fait, le Nigeria va se positionner comme le leader, comme je le disais, de la politique et de l'économie africaine. Le problème, c'est que pour devenir le leader n'importe où dans votre domaine, vous devez prendre des positions tranchées. Donc, lorsque la France sera en train de faire ses explosions nucléaires dans sa conquête de pouvoir, on ne sait pas où est-ce que ça va s'arrêter là. Lorsqu'ils feront leur troisième explosion nucléaire dans le Sahara sans se soucier des populations et des risques environnementaux et tout ce qui s'ensuit, vont faire leur troisième explosion nucléaire dans le Sahara, le Nigeria va poser son veto en disant écoutez, ça suffit maintenant. Ici, c'est le territoire africain. Si vous voulez lancer des bombes atomiques, lancez ça chez vous. Commencez pas à nous déranger, etc. Vous détruisez notre continent, vous détruisez nos populations. Et donc, le Nigeria va mettre un blocus sur la France. Le gouvernement va commencer par ordonner la fermeture de l'ambassade française au Nigeria et interdire l'accès à ses ports et à ses aéroports, aux bateaux et aux avions français. Donc, juste en prenant ces quelques décisions-là, le Nigeria va faire perdre 90 000 tonnes d'arachides à la France en provenance du Niger et bloquer un investissement très lourd au port de Lagos qui devait aller à Cotonou. Donc la France voit le Nigeria comme un problème et une menace régionale. Par contre, le Nigeria considère que la France a trop d'ambitions expansionnistes et est beaucoup trop néocolonialiste en Afrique et donc s'oppose formellement à la poursuite de ses objectifs. Donc les relations diplomatiques entre la France et le Nigeria sont rompues, mais retenez bien que ces relations-là seront rétablies en 1966. Sur le continent, le Nigeria va également s'opposer frontalement au gouvernement raciste, et j'appuie une deuxième fois sur raciste d'Afrique du Sud de l'apartheid, et donc va se mettre à dos l'Espagne et le Portugal aussi, parce qu'ils font des exactions et des affaires très sombres sur le territoire, on reviendra là-dessus. Par contre, du même coup, le Nigeria se met à dos plusieurs pays africains qui sont très proches de la France. En fait, à cette période-là, l'Afrique est divisée en deux blocs. Et le premier bloc, on va les appeler les progressistes. Ce bloc progressiste est formé de tous ceux qui veulent une Afrique unie, qui veulent une armée unique sur tout le territoire et qui veulent les États-Unis d'Afrique finalement, où on aurait des gouverneurs pour gérer plusieurs États et une sorte de président ou de comité présidentiel qui va coordonner les différentes actions entre les États. On aura la Guinée de Sékou Touré, la Guinée-Conakry donc, on aura le Ghana, on aura le Maroc, on aura l'Égypte, on aura l'Algérie, le Mali et la Tanzanie. Donc eux, ça sera le bloc progressiste. Et dans le deuxième bloc, on aura ceux qu'on va appeler les modérés. Donc ça sera Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, Congo-Brazzaville, le Tchad, le Togo, l'Éthiopie, le Nigeria même, le Kenya, la Somalie. Bon, et vous avez compris, la plupart des autres pays sont dans ce cas-là. Pourquoi est-ce que je tiens à vous préciser tout ça? Pour que vous compreniez à quel point est-ce que les gens vont s'ingérer à l'intérieur de ce conflit-là et créer tous les morts qu'il y aura. Parce qu'en réalité, le conflit aurait été simplement nigérien,
croyez-moi, il n'y aurait pas eu autant de morts qu'il y en a eu là. L'année 1966, c'est vraiment l'année où tout va basculer. Le 15 janvier 1966, un commando dirigé par monsieur Chukwuma Kaduna Nzeogwu renverse le pouvoir. Lorsqu'il renverse le pouvoir, on se rend compte que le président était en vacances aux Antilles. Et c'est monsieur Balewa, dont on a parlé tantôt, qui gère le pays en attendant. Lorsque le commando arrive, on se rend compte que les Hausa sont systématiquement exécutés, autant dans le gouvernement que dans l'appareil armé. C'est même dans l'armée, les hauts généraux Hausa seront ou bien mis en prison ou bien exécutés. Sauf pour quelques-uns qui vont réussir à s'enfuir et c'est important pour la suite. Après le massacre, le président revient de ses vacances. Donc toi, président, on vient d'assassiner ton gouvernement, en tout cas les gens dans ton gouvernement, et tu reviens de vacances comme ça tranquillement. Il revient et il n'est pas inquiété. Lui et sa famille se baladent dans le pays sans problème. Donc ça va créer une nouvelle scission entre Hausa et Igbo parce qu'on va se dire le président Igbo et sa communauté ont orchestré le massacre des Hausa qui gouvernent juste pour s'accaparer du pouvoir. Et donc les Hausa vont encore se retourner contre les populations Igbo. Et finalement, ça va devenir un problème dans la population, alors qu'en réalité, c'est des conflits gouvernementaux. Mais vu que c'est ethnicisé, c'est communautarisé, eh bien, ça devient compliqué. Finalement, c'est un militaire Igbo du nom de Johnson Aguiyi Iranson. Et dès que lui, il arrive au pouvoir, il va commencer à poser des actions qui vont vraiment mettre mal à l'aise tout le monde. Parce qu'il va suspendre le fédéralisme, ce qui va pas vraiment plaire aux Hausa parce que même culturellement, eux, ils fonctionnent par fédération. Mais là, l'État nigérian fonctionnait déjà avec des fédérations. Et donc là, lui, il veut venir dire que tout doit passer par lui et son équipe. Une sorte de centralisation suprême du pouvoir. Et ça, les gens vont pas apprécier. Et donc, il y aura des affrontements et ça va causer encore beaucoup de morts. Un jour, le nouveau président qui, à mon avis, a largement sous-estimé à quel point est-ce que ses décisions avaient créé des gens qui n'étaient pas contents de lui, va aller en visite dans une caserne. Boum, mutinerie et pendant la mutinerie, il se fera assassiner. Après la mort du président, c'est monsieur Yakubu Gowon, un militaire Hausa qui prend le pouvoir et essaye de calmer la situation. On considère que Gowon a vraiment essayé de calmer la situation, mais malheureusement, peut-être la manière n'était pas la bonne parce que ça va créer d'autres frustrations, vous allez comprendre plus tard. Gowon, dans sa tentative de calmer tout le monde, du coup, va organiser une rencontre en terrain neutre avec tous les autres gouverneurs. Et retenez bien ce nom, Odemeku Emeka Ojoku est le gouverneur du Delta. Et c'est là où maintenant la guerre va prendre une autre tournure. Parce que lorsqu'il y a eu la rencontre au Ghana, tout le monde sort de la rencontre super content, il y a des accords qui sont signés, ça se serre la main. Vraiment, on a l'impression qu'ils ont trouvé le terrain d'entente. Sauf que lorsqu'ils reviennent au Nigeria, beaucoup vont considérer que le président, le nouveau président du coup, a tourné sa veste et n'a pas respecté les accords. Pour d'autres, le président, c'est pas qu'il n'a pas respecté ses accords, mais il a respecté les accords avec une manière qui était propre à lui. Parce que lorsqu'ils reviennent au Nigeria, le fédéralisme est rétabli, mais le président décide de découper le Nigeria en 12 États au lieu de 4 initiales. On a l'État du Delta qui sera divisé en 3. Déjà qu'il n'était pas le plus grand, il sera divisé en 3. Et Emeka va considérer que c'est une tentative pour le gouvernement de réduire son pouvoir. Parce que le premier État du Delta sera donné à Emeka comme gouverneur et les 2 autres seront donnés à d'autres personnes. Bon, confiés à d'autres personnes. Et les 2 autres États qui seront confiés à d'autres personnes là, ce sont les États qui possèdent le plus de puits de pétrole et de gaz. Donc Emeka va vraiment très mal le prendre. Et c'est ici que finalement même l'ego aussi rentre en compte finalement. Parce que pour une question de pouvoir finalement, on va créer une guerre entre frères nigériens. Parce que le 30 mai 1967, Emeka annonce que l'État du Biafra est indépendant. Ils ont leur propre drapeau et se détachent complètement du Nigeria. Là, je vais vous demander encore une fois de mettre pause au Nigeria. Donc, on a le Biafra qui a été créé et qui veut se détacher du Nigeria. Et on va aller regarder la conjoncture internationale encore une fois pour mieux comprendre. Rappelez-vous, la France était en froid avec le Nigeria, mais convoitait ses ressources naturelles.
Elle va donc sauter sur l'occasion et soutenir à fond l'État sécessionniste, sous couvert bien sûr des droits de l'homme et de la charte de l'ONU qui dit que chaque peuple a le droit de décider d'eux-mêmes, etc., etc. Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire se placera avec Omar Bongo du Gabon comme des proches soutiens du Biafra. En réalité, pour la Côte d'Ivoire, si le Nigeria est privé de la plupart de ses ressources en pétrole et en gaz, ça l'arrange énormément parce qu'elle deviendra le seul leader régional et son influence sur le continent va grandir. Pour le Gabon, il fallait juste être dans le camp des Français parce que le Gabon à l'époque, c'est littéralement une petite France. Un acteur surprenant mais pas des moindres était la Chine aussi, comme la Tanzanie. Mais pour la Chine, je ne peux pas prétendre comprendre les ambitions qui étaient derrière. À mon avis, c'était des ambitions économiques dans le sens où, comme la France, si le Biafra se détachait, ça aurait été plus facile de jouer sur l'État biafrais tout petit, un peu pauvre, etc. Pas un peu pauvre en termes d'argent, mais riche en ressources naturelles, que sur un gros Nigeria. Par contre, pour la Tanzanie, on avait des ambitions un peu plus idéologiques. Et malheureusement, je pense que c'était une véritable erreur pour la part de la Tanzanie de se positionner pour le Biafra à l'époque, sachant quand même que la Tanzanie faisait partie des pays progressistes qui prônaient une Afrique unie. Donc, soutenir ainsi la balkanisation du Nigeria par rapport à une envie plus grande d'une Afrique unie, c'était quand même paradoxal et c'était compliqué. Mais on reviendra là-dessus quand on va analyser la géostratégie tanzanienne. D'ailleurs, Jacques Foccart dira que De Gaulle insista sur le fait que l'aide financière et armée que la France fournirait au Biafra devrait être discrète pour ne pas vexer son allié anglais qui soutenait ouvertement le gouvernement nigérien. En effet, la Grande-Bretagne ne voulait pas perdre ses contrats juteux avec le Nigeria. Le Mali, le Niger, la Guinée et l'Algérie soutenaient quant à eux le gouvernement car idéologiquement ils combattaient la balkanisation de l'Afrique et la Tanzanie aurait dû suivre. Et l'URSS et les États-Unis qui étaient dans une forme de trêve, de guerre froide, soutenaient le gouvernement parce qu'ils voulaient attirer les sympathies, en tout cas ils voulaient s'attirer les bonnes grâces des pays anti-balkanisation. Et ils voulaient absolument que l'OUA aussi considère leur candidature en tant qu'alliés. Donc là, on a le Biafra avec son drapeau, son hymne national, le gouvernement ne l'accepte pas. Le président Gowon se retrouve face à Ojukwu, qui est un homme très fort. Après des études à Oxford, il est revenu servir son pays et il a un charisme assez naturel, les gens veulent croire en sa vision. Gowon va appliquer un embargo directement sur le Biafra pour forcer finalement Ojukwu à capituler sans même combattre. Sauf que Ojukwu, vu qu'il est soutenu, il est charismatique, etc., il va pas s'avouer vaincu. Le problème, c'est que le gouvernement va aller trop loin. Ils vont bloquer les vivres, les médicaments qui vont créer pour la population une croissance des morts et une souffrance incroyable. Ce qui va nourrir du même coup le ressentiment que les Igbo ont par rapport aux Hausa, vu qu'ils vont considérer que c'est un gouvernement Hausa qui les fait souffrir de la sorte. Donc, par ricochet, c'est des Igbo qui sont tués par des Hausa. Un rapport de la Croix-Rouge internationale montre cependant que les autorités biafraises auraient délibérément refusé des vivres acheminés par voie terrestre par la Croix-Rouge et d'autres institutions. Le Centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires de Médecins sans frontières qualifie ces refus de tentatives d'amplification de la misère pour instrumentaliser les populations. Bref, malgré l'embargo, rien n'y fait et l'armée nigériane décide donc d'organiser la lutte sur terrain. Pendant ce temps, la Grande-Bretagne est en sueur. Ses entreprises Shell et BP qui produisent environ 500 000 barils de pétrole par jour sont en pause. Et le gouvernement biafrais décide de proposer à Shell et BP écoutez, payez-nous la taxe et continuez l'exploitation. Et donc, tu as des entreprises qui vont payer la taxe, qui vont continuer de tirer le pétrole au maximum. Et tu as le gouvernement derrière qui reçoit plus finalement ces taxes. Et on joue sur l'économie, mais sur une économie qui pèse beaucoup quand même. Le gouvernement nigérien va être extrêmement irrité lorsqu'ils vont savoir ça. Il va lancer une opération violente du nom
d'Unicord. Petit à petit, ils vont gagner du terrain et réduire le Biafra au fur et à mesure. Ojukwu va lancer une contre-attaque en passant par un pays voisin pour prendre Lagos, mais il se fera battre. Le Biafra, qui se retrouvait donc coincé, va lancer une campagne de communication incroyable. Ojukwu va se rapprocher de sociétés de communication de marketing occidentales pour diffuser en masse des images de populations mourant littéralement de faim. Il y avait les noms de quelques-unes de ces entreprises, mais j'ai préféré ne pas citer parce que, bon, écoutez, on essaye de donner notre pierre aussi à l'édifice, mais faut pas abuser non plus. On va aller étape par étape, hein. Mais je dis ça exprès pour que vous tapiez sur Google, vous faites une petite recherche, vous allez voir. Ils vont aussi en profiter pour montrer des combattants qui n'ont pas mangé mais qui se battent quand même pour le Biafra, des combattants qui sont là, qui sont en faible nombre par rapport à l'armée nigériane, une armée nigériane très équipée et qui se battent quand même malgré tout pour l'honneur de leur Biafra, etc., etc. Ici, c'est important de rappeler qu'il y avait 3500 morts en moyenne par jour. Je répète rapidement pour ceux qui n'ont pas compris l'ampleur, mais on parle de 3500 morts par jour en moyenne. Ça veut dire ça même, c'est ce qu'on a pu voir. Donc, 3500 morts par jour, imaginez. Mais il faut faire très attention. Il n'y a ni gentil ni méchant. Ojukwu et Gowon sont tous les deux responsables avec des puissances qui les ont soutenus. Plusieurs organisations humanitaires vont arriver au Biafra avec des campagnes, des caméras, des documents ressassant en fait le calvaire des Biafrais, d'une population Igbo qui est bientôt annihilée par une population Hausa qui veut juste le pouvoir. On va vraiment instrumentaliser la misère, la souffrance des populations et jouer sur ce côté ethnique là pour forcer les gens à avoir de la peine pour les Igbo qu'on est en train de détruire. Donc le monde entier va se tourner contre l'État du Nigeria et soutenir le Biafra, sans se douter qu'en réalité, lorsque la France publie au maximum les images d'un Biafra en souffrance, ils veulent qu'on dise que le Biafra devienne indépendant et eux, derrière, ils vont passer pour récupérer les contrats de pétrole. En 1968, la France ne peut plus perdre le Biafra. En tout cas, ils décident qu'ils ne peuvent plus perdre le Biafra. À l'époque, la France va soutenir Israël dans une de ses multiples guerres contre les pays arabes qui se poursuit encore aujourd'hui. Va soutenir Israël et les Français savent pertinemment que les Arabes vont leur faire regretter ce soutien en bloquant certains accès au pétrole. Donc en fait, en Occident, pas que la France, mais les pays occidentaux sont pris à la gorge. Le pétrole des Arabes va devenir compliqué à trouver. Il va falloir trouver du pétrole rapidement. Il y a du pétrole au Gabon avec Monsieur Bongo, mais ça ne suffit pas par rapport à tout ce qu'on peut se faire au Nigeria. Donc la France ne peut plus perdre le Biafra et va donc continuer à financer de plus en plus fort, surtout en armement. Ils vont même passer par des organisations humanitaires et faire passer des armes à travers ça. Elle va financer des mercenaires, commettre des dégâts, la Grande-Bretagne aussi, et ils vont continuer de soutenir lourdement le Nigeria et c'est la population dans tout ça qui meurt et c'est les Nigérians qui s'entretuent. Dans un rapport d'ONG validé par plusieurs autres comme la Croix-Rouge et Médecins sans frontières, il est mentionné que pendant que la presse française passait en boucle les images des Biafrais à l'article de la mort, en appuyant sur le fait qu'il s'agissait d'une extermination des Igbo, cette même presse oubliait de montrer les images de la police nigériane venant en aide aux Igbo dans les zones où l'armée avait repris le contrôle. Toujours en 66, De Gaulle va faire son De Gaulle, il va faire des discours où il va demander l'arrêt des hostilités, alors qu'en coulisses, il finance des mercenaires, il envoie des armes, etc., etc. Ils vont même aller jusqu'à demander au Biafra de se retirer des négociations que l'OUA a mis en place. Parce que oui, l'OUA a décidé d'être une institution et donc de venir agir en organisant des négociations, en essayant de trouver un terrain d'entente. Et c'est la France, avec De Gaulle, Foccart et leurs acolytes du mal, qui vont décider de soutenir tellement Ojukwu qu'ils vont le convaincre, ils vont lui dire mais tu peux gagner, t'inquiète pas. Eux de l'autre côté là, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus d'armes, tu peux gagner, on est là pour toi. Ils vont tellement le soutenir qu'il va se retirer des négociations en croyant qu'il pouvait effectivement gagner. Le problème avec ça, c'est qu'on se retrouve avec une situation qui empire. De l'autre côté, la Grande-Bretagne a quand même investi près de 200 millions de livres sterling dans cette histoire.
Ils ne vont pas sortir bredouille comme ça. C'est impossible. Donc la guerre va s'accentuer jusqu'en décembre, le 24 décembre 1969, où le gouvernement va bombarder les positions du Ojukwu et ce dernier va fuir et se réfugier en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va accueillir Ojukwu pendant 13 ans et finalement, la guerre va prendre fin officiellement le 12 janvier 1970. Malheureusement, à la fin de cette guerre, le Nigeria aura beaucoup de mal à créer une identité nationale, aura beaucoup de peine à se relever en fait de cette période vraiment terrible pour eux parce que on parle de Nigérians qui s'entretuent, on parle de communautés qui ont peut-être vécu ensemble à la base, qui s'aimaient bien, qui ont été changées par le colonialisme et par les intérêts économiques et jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas sûr à 100% que les uns et les autres se sont pardonnés et que même si beaucoup sont innocents en réalité dans cette histoire, il y a forcément des tensions encore qui perdurent. Il faut rappeler également que c'est quand même 2 millions de morts minimum dans cette guerre et qu'aujourd'hui, on peut féliciter le Nigeria pour s'être relevé après un trouble aussi incroyable. On a des pays aujourd'hui, je parle du Soudan, j'en parle souvent, on va en parler plus en profondeur bientôt, mais qui n'ont pas réussi à sortir de ce genre de crise et qui aujourd'hui se retrouvent à ne plus être des pays, tout simplement. Donc, encore une fois, beaucoup de respect pour le Nigeria, beaucoup de force et d'amour pour les Nigérians, nos frères et sœurs. J'espère que cette vidéo vraiment vous aura fait apprendre des choses. J'espère aussi qu'en apprenant ces choses-là, vous pourrez les utiliser pour éviter ce genre de conflit, pour avoir un esprit critique qui va vous permettre de ne pas vous laisser en fait enliser dans certains débats stupides et stériles qui ne nous amènent nulle part. En Afrique, il va être extrêmement important de créer des identités nationales et pour créer des identités nationales, il va nous falloir des leaders forts qui croient en ces identités nationales. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'espère que cette vidéo aura touché le cœur d'un de ces leaders. Et comme je l'ai dit, ne cessez jamais d'apprendre. Encore une fois, merci à vous d'être abonné, merci de suivre, merci de liker, de commenter, etc. Et j'espère que vous resterez